C'est transition toute trouvée puisque je Voilà. crois que Johanna Gustafsson est arrivée parmi nous, ainsi que Olivier Truc, il était déjà là, et Max Isambard. Vous êtes là tous les trois? Bah, on vous souhaite la bienvenue quand même à tous les trois. Trois excellents auteurs français, avec une particularité, c'est que souvent leurs romans ne se passent pas en France. Justement, c'est ça qui va nous intéresser. Allô, allô? Allô, 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 allô? Yes, Monsieur Truc, bonjour. monsieur Hernandez, Ça mes va? respects. Johanna, t'es là? Je suis là, mais il me faudrait m'activer ma vidéo, en fait, avec une petite voix en moins. D'accord. Alors, juste pour préciser à tous les participants, je vais tutoyer ces trois personnes parce qu'on se connaît en fait. Donc voilà, ce sera plus simple. J'aimerais bien, mec, tu me voir. Ah, je vous vois, monsieur Truc, il n'y a pas de problème. Max, tu es là? Je suis là. Il Ok. faudra également activer la vidéo parce que j'y arrive pas moi-même. D'accord. Oh, ok, ok. On essaie tout de suite. Merci. Bon, tout va bien? Vous êtes là depuis le début ou vous venez d'arriver? Non, Olivier, tu es là depuis le début, toi? Moi, j'étais là depuis le Non, début. moi, J'en profite pendant que ça s'installe pour dire bonjour à Cécile et Hélène, bien sûr. Anaïs, qui était quand même ça y la est, première, ça la y est. première libraire qui m'a accueilli pour le dernier Lapon il y a plus de 10 ans. Donc, ça me fait plaisir qu'elle soit là. Bonjour, Anaïs. Monse, j'ai vu qu'elle était dans la liste des Ah, gens qui écoutaient à Barcelone, qui m'a accueilli aussi à Barcelone. Donc, voilà. Bon, bah super. Et donc, tu es où là, toi? Tu es à À Stockholm? Stockholm. Johanna, tu es où, toi? Ben non, moi j'ai quitté Lidingö, là, à côté de Stockholm, et je suis à Paris. Donc j'étais à Lille pour un festival. Donc Ah je ouais, me non, connecte c'est depuis les bureaux de moins Kalman. drôle. Je croyais que tu étais chez toi dans le Nord. Et toi, Max? Non. Moi, je suis à Madrid. Ah bah voilà. Non, mais c'est bien parce qu'on a la preuve que le polar français s'exporte bien, finalement. Et on va peut-être commencer par Johanna, les gars, si vous voulez bien. Je fais mon monsieur gentil, poli et tout. On commence C'est par bien, Hélène. c'est bien. On C'est commence bien, par ça me va très Hélène. bien. Et non, mais Johanna, bah toi, ça fait quand même quelques années maintenant que tu gravites dans le monde merveilleux du polar. Et ton dernier bouquin, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, savoir l'île de Yule, donc je précise, l'île de Ouais. Yule, de Gallman, qui vient tout juste de sortir. Il est sorti ou il n'est pas encore sorti? Si, il est sorti. Il est sorti il y a 3 semaines et des poussières. Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, ça va être une question pour toi, mais ce sera la même pour Olivier et pour Max aussi, parce que j'aimerais bien qu'on parle de pourquoi en tant que Française, même si tu n'es pas que Française, je sais bien, s'intéresser à ce pays bien au nord, Max sur l'Afrique, Olivier, alors lui c'était le nord, le Pakistan, bon voilà. Pourquoi ancrer tes romans sur ces territoires-là et pas en France et pas à Marseille, par exemple, C'est qui vrai. pourrait C'est être un vrai. très bon décor de polar, d'autres l'ont fait, mais Ah ouais, non, qui aurait pu être parfait et qui le sera peut-être un jour. Non, en fait, j'ai marié un Suédois. Donc, moi, la fille du Sud, j'ai épousé un Suédois. Et donc, ça a été vraiment l'alliance de la glace et du feu, quoi. Donc, je trouvais que déjà, culturellement, c'était très intéressant. Mettre nos deux familles, ma famille catalano-marseillaise et la famille, donc on parle avec les mains, et la famille suédoise, qui est vraiment, hein, c'est quelque chose d'hyper calme, d'hyper... chaque fois que ma famille parlait, la grand-mère de mon mari pensait qu'elle se disputait. Donc, je trouvais que c'était socialement très intéressant de confronter ces deux cultures. Et en fait, la première fois que je suis allée en Suède, parce que j'étais très attirée par les pays du Sud, c'était en 2010, quand j'ai rencontré, enfin 2005, pardon, quand j'ai rencontré mon mari. Et je me suis dit tout de suite, en voyant, donc j'y suis allée sur la côte ouest, et je me suis dit, en voyant ce paysage, donc les cygnes sur la mer, ce silence que je n'avais entendu absolument nulle part, on a l'impression que des fantômes nous étreignent, quoi. Moi, ce silence, je ne le connaissais pas. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est un truc où peupler des cadavres, il doit avoir des secrets enfouis sous ces couches de neige.
Et donc, en fait, pour mon dernier roman, il y a 1 an et demi, donc moi, je vivais à Londres. J'ai été expatriée à Londres pendant très longtemps avec mon mari et mes enfants, mes 3 fils qui sont nés là-bas. Et il y a 1 an et demi, on est allé s'installer sur la côte est suédoise, donc à Stockholm. Et je vis sur une île qui s'appelle Lidingö. Et en fait, juste en face de cette île-là, dans l'archipel de Stockholm, il y a une petite île piétonne qui s'appelle Storholmen, et où il y a un manoir qui est en fait hanté. Et donc, ça m'a donné l'idée de parler, parce qu'en fait, j'ai rencontré, donc il y a beaucoup d'amis de mon fils qui sont donc à l'école avec lui, dont les familles vivent sur cette île, qui, moi, c'est une île, moi, j'y suis allée plusieurs fois, c'est à 5 minutes en bras, ça fait à 5 brasses de chez moi, et j'y suis allée en bateau, 5 minutes de bateau, et c'est une île qui me fout les chocottes chaque fois que j'y vais, mais eux, ils adorent ça. Et ils me disent, mais pourquoi vous venez pas vivre chez nous, c'est formidable et tout, on est tranquille. Et moi, je dis, mais il n'y a pas assez de bruit ici, c'est pas possible. Je ne peux pas vivre ici. Et donc, je trouvais ça très intéressant de parler de cette île, de parler des coutumes vikings, d'avoir ce regard extérieur, en fait, de Français, de Méditerranéenne, en fait, qui regarde cette culture qui est différente, non pas pour la critiquer, mais pour la comparer à la mienne et voir tout ce que frotter ces deux cultures. Et je trouve que ça fait forcément, quand on frotte deux cultures comme ça, qui sont aux antipodes, ça crée quelque chose de très intéressant. Et donc, il y a ce regard qui est, voilà, le regard de la sudiste que je suis sur ces gens du Nord. Et je trouve ça fascinant. Et l'île de Yule, c'est ça. Donc, Yule comme Noël, comme le solstice d'hiver. Donc, voilà. Et merci, Oljana. Olivier, on va pas parler du Nord, on va peut-être parler du Pakistan plutôt, histoire de te réchauffer un peu. Parce que là, tu as publié les Sentiers obscurs de Karachi, mais non, mais ce qui m'intéresse, c'est, bon, on se connaît un petit peu, tu es journaliste, je sais un peu comment tu travailles, mais voilà, pourquoi ce sujet en particulier et pourquoi le traiter sous forme de roman et pas te lancer dans une enquête et faire un doc journalistique. En plus, tu réalises des documentaires depuis longtemps aussi. Tu aurais pu prendre ce biais-là du réel, mais tu es passé par la fiction. Oui, les Sentiers obscurs de Karachi, donc c'est inspiré de l'attentat de Karachi en 2002 où il y avait eu une douzaine de techniciens français qui avaient été tués dans un attentat. Sur fond de vente de sous-marins français aux Pakistanais. En fait, on est dans le contexte des librairies francophones et donc de la présence du livre français à l'étranger. J'avais été invité en 2016 à participer par l'Alliance française de Karachi, par l'ambassade de France à Islamabad. J'avais été invité à participer à un festival de littérature à Karachi. Pakistan, j'avais jamais foutu les pieds là-bas. C'est assez loin de la Laponie, paraît-il. Mais c'est le genre d'invitation qui ne se refuse pas, a priori, pour quelqu'un qui aime bien les destinations un petit peu bizarres. Et surtout, comme tout bon journaliste, on aime bien aller là où les autres ne vont pas. Voilà. Donc, le Karachi, on m'invite à ce festival et puis on me dit, ben, tant qu'à faire le voyage en avion, si vous voulez, on pouvait participer à une résidence d'écriture d'1 mois à Karachi. J'ai dit oui, donc je suis parti 1 mois à Karachi en 2016. Et en fait, c'est là que ça s'est noué, parce que j'avais pas d'appétence particulier pour traiter de cet attentat de Karachi, qui de fait était très loin de mon univers journalistique. Moi, j'étais correspondant pendant plus de 25 ans sur les pays nordiques, les pays baltes. J'ai beaucoup voyagé depuis tout le temps, mais voilà. Et étant français dans une ville comme Karachi, qui est une ville quand même bouillonnante de 20 millions d'habitants, avec des groupes terroristes, des gangs, des ceci, des partis politiques qui ont leur tueur à gaz avec une violence, une puanteur, tout ce que vous voulez. C'est pas comme office de tourisme. C'est très surprenant, on va dire. Et étant français là-bas, je rencontre des Pakistanais qui étaient là pour m'aider aussi pour la traduction, parce que j'avais carte blanche comme résident d'écriture pour travailler avec ce que je voulais. À l'époque, j'étais en train de travailler sur le cartographe des Indes boréales, qui est un roman d'aventure historique qui se passe au XVIIe siècle, donc on était encore très loin de tout ça. Mais une des personnes avec qui j'ai travaillé là-bas, qui m'a fait l'honneur et l'amitié de passer beaucoup de temps avec moi pour me balader
partout où je voulais aller, sachant que je ne pouvais pas, avec ma tronche de blond aux yeux bleus, un peu grisonnant maintenant, mais je ne pouvais pas me balader évidemment seul et où je voulais à Karachi. C'est lui qui m'a parlé en fait le premier de cette histoire parce il avait connu les techniciens français, certains d'entre eux qui avaient été tués, et c'est parti comme ça en fait. C'est parti comme ça de cette envie. Alors, et puis après, petit à petit, le mélange journaliste-romancier a fait le boulot, je dirais. Et ça s'est fait un petit peu. En fait, c'est l'attentat de Karachi qui est venu à moi, Ouais. qui s'est un petit peu imposé à moi, et ça m'a paru une évidence. Après, je l'ai traité de la même façon que j'ai pu traiter les histoires sami, c'est-à-dire essayer d'apporter un regard décalé sur des histoires. Et de le faire par le biais du roman plutôt que par le biais du documentaire ou du journaliste. C'est parce que d'abord, c'est une affaire compliquée, l'attentat de Karachi. Officiellement, on ne connaît toujours pas les assassins. Il y a toujours un procès en cours. Hein, c'est une affaire politico-franco-française avec l'affaire de corruption, des rétrocommissions, Balladur, Sarkozy, Léotard, etc. Donc, c'est toujours une histoire qui, et donc, le roman me permettait en fait de battre en brèche un petit peu tout ça, d'avancer mes pions, et surtout, ce qui est intéressant aussi, je pense, dans le roman par rapport au journalisme, et tu es journaliste aussi, donc tu sais ça, c'est qu'on est, en tant que journaliste, on est souvent limité dans nos enquêtes, parce qu'il faut apporter des preuves, des faits, etc., et que souvent, dans certaines affaires, on n'y arrive pas. Moi, ça m'arrivait souvent de faire des enquêtes où j'arrivais pas au bout. Et là, avec la fiction peut prendre le relais et s'approcher de l'os, je veux dire. Essayer en tout cas. Merci Olivier. Et Max, toi, avec ton roman Marchand de mort subite, tu as utilisé ton expérience. Tu as vécu en Ouganda, si je ne m'abuse, c'est ça? Tu Ouais, vivais en ouais, tout Ouganda. à fait. Bah, on y puise évidemment une source d'inspiration de cette vie-là et de ce pays-là. Et c'est aussi ça qui t'a servi pour ce roman. Complètement. Moi, c'est vraiment le point de départ de ce projet d'écriture, en fait, puisque j'ai vécu donc 8 ans en Ouganda. J'y suis, je me suis installé en Ouganda pour mon travail. En fait, moi, je travaille dans le secteur de la santé publique. Et, et donc, c'est vrai que le fait de passer autant de temps dans un pays, ça permet de passer, je dirais, à un niveau, enfin, d'aller au-delà de la surface des choses qui sont en surface. Et j'avais un désir d'écriture depuis pas mal de temps. Et c'est là-bas, en fait, que j'ai trouvé matière à ce premier roman, en fait. Et en fait, tout est parti d'une lecture, en fait, comme souvent. Donc, j'étais en train de lire l'essai de David Van Reybrouck qui s'appelle Congo, une histoire, qui est passionnant, en fait, sur le pays voisin, donc la République démocratique du Congo. Et dans cet essai, il y a en fait tout un chapitre sur l'exploitation des ressources naturelles, notamment l'or, dans l'est du Congo, par les pays voisins, donc qui sont l'Ouganda et le Rwanda. Et donc c'est là en fait où je me suis rendu compte de ce commerce complètement illégal entre les deux pays et du fait qu'on en parlait assez peu à l'époque, alors que ça constituait déjà une manne financière énorme pour quelques personnes bien placées proches du pouvoir et pour le pouvoir lui-même. Et donc, ça m'a paru être en fait un thème de roman intéressant, en tout cas de mettre ça en arrière-plan et de se servir de ça comme une manière, un prétexte pour aborder d'autres sujets, donc la liberté d'informer, le journalisme, tel qu'il est pratiqué en Afrique avec tous ces dangers, mais également la situation politique en Ouganda spécifiquement, mais je pense que j'ai été aussi inspiré par d'autres événements qui se déroulaient autour dans la Corne de l'Afrique, notamment la révolution soudanaise en 2019. Il y avait tout ça qui se déroulait au même moment et qui, quelque part, rentrait un peu en résonance. Et ça m'a beaucoup accompagné, inspiré durant cette année et demie d'écriture. D'accord, merci. Tous les trois, vos romans sont traduits à l'étranger. Max, je ne sais pas si tu as des trads, mais pas Non, encore. non. Alors, Johanna et Olivier, bon, je sais que vous avez pas mal eu de traductions. Et ce serait intéressant de savoir comment
Enfin, en fonction des pays, où est-ce que ça marche le mieux, comment vos romans sont reçus. Je reviens après à toi, Max, hein, je ne t'oublie pas. Mais là, bon, c'était plus cette question de réception. Est-ce que vous sentez investi d'une mission de représentant du polar francophone quand vous êtes à l'étranger? Johanna? Je ne sais pas si on peut parler de mission, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment une fierté. Je sais que, par exemple, j'ai une super éditrice aux US et au Royaume-Uni. Et donc, comme je vivais au Royaume-Uni, j'ai beaucoup tourné. En fait, là, par exemple, cette année, j'ai 3 ou 4 festivals au Royaume-Uni et en Écosse, c'est pas mal. Et donc, il y a cette fierté j'étais surnommée là-bas au Royaume-Uni en rigolant, The Queen of French Noir. Alors, ça me fait toujours C'est rire. classe. En plus, bon, voilà, c'est hyper classe. Mais non, mais il y a vraiment. En fait, ce qui change, c'est qu'en fonction des thèmes, moi, j'ai par exemple mon éditrice anglaise qui va me dire, est-ce que tu peux pas me rajouter là un petit, parce que bon, je peux écrire un peu en anglais, est-ce que tu peux pas me rajouter par rapport à la description, là, là c'est le cas pour l'île de Yule, un petit peu plus sur l'île à ce moment-là. Donc, elle peut me demander voilà, de rajouter un petit peu, pour donner un petit peu cet effet carte postale. Donc, je me rends compte qu'en fonction en fait, des publics, il y a certaines demandes. Ou alors, il y a mon dernier roman qui parlait, c'était en partie roman historique, donc ça parlait, j'étais cette fois au Québec, entre le Québec et le Paris de la Belle Époque. Et je parlais un petit peu de sorcellerie, des sociétés secrètes. Et au Royaume-Uni, ils en ont été énormément friands. C'est-à-dire que ça a été labellisé gothique noir, parce qu'on fait ça en France, enfin voilà, c'est le truc, tu te dis. Et en fait, les angles qui sont trouvés en fonction du public, je trouve ça hyper intéressant. C'est Les vraiment, conceptions voilà. diffèrent, en fait, Complètement. Et les goûts. Ouais. Parce que là, mon dernier roman, jamais en France, on aurait dit, je veux dire, l'avant-dernier, on n'aurait jamais dit, c'est un roman gothique, pas du tout. Je confirme. Je confirme. Alors que là-bas, je veux dire, c'est vraiment le truc. Enfin, là, il est longlisté pour le Grand Prix du roman étranger et tout ça. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment des regards vraiment différents, des appétences différentes en fonction des goûts, voilà. Et c'est intéressant de voir comment ils sont marketés différemment aussi en fonction des pays. Puis en fonction des éditeurs. Et toi, Olivier, tu as eu pas mal de trad aussi. Il est traduit en suédois, oui, alors dans la série alors pas le Karachi, non, parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, mais dans la série des polars qui se passent en Laponie avec la police des Rennes, les 3 premiers sont traduits en suédois, oui. Le dernier Lapon avait été finaliste de leur Grand Prix du polar aussi. Donc bon accueil. Comment? Un bon accueil. Oh oui, bon accueil, bonne critique. Alors, un peu gêné d'ailleurs parfois que ce soit un Français qui vienne leur raconter des histoires de Sami quand même. Alors qu'ils n'y connaissent rien, les Suédois. Donc, voilà. C'était assez rigolo en fait. J'étais un peu un espèce d'ovni quand même pour les Suédois. Je veux dire, qu'est-ce que vous allez foutre là-haut en fait? Pourquoi vous vous intéressez à ça, etc. Donc, il y avait vraiment une curiosité un petit peu par rapport à ce domaine-là. Non, mais très, 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 très bon accueil. Après, moi, j'étais étonné d'ailleurs parce que je ne m'attendais pas à ce que les Suédois, alors il a été traduit dans d'autres langues, hein, mais je ne m'attendais pas à ce que les Suédois ou les Nordiques en général, pareil pour les Norvégiens, les Finlandais, s'intéressent particulièrement à ces questions, à des polars qui touchent à des histoires samis, parce que je sais que en général, ils s'en foutent, quoi. Pour parler un peu crûment, ils s'en foutent, ils sont assez indifférents, voire ignorants sur toutes ces questions-là. Donc, c'était plutôt une bonne surprise, en fait. Et dans d'autres pays, dans d'autres pays, je ne sais pas. Alors, je sais qu'en Italie, ils suivent beaucoup tous les bouquins. Là, Les Chiens de Pasvik, qui est le 4e épisode, vient juste de sortir en italien. Donc, ils sont très fidèles aussi. Alors, je n'ai pas de chiffre de vente que ça, mais en tout cas, ils suivent vraiment. Alors, peut-être que c'est le fait d'un éditeur aussi, mais le Détroit du Loup, là, vient de sortir au Japon. Donc, c'est ça, moi, qui m'a surpris, je trouvais assez fascinant avec cette histoire, avec le dernier Lapon, etc. C'est
qui était un bouquin. Moi, je me suis enfoncé là-dedans un petit peu, le côté obtus, têtu, tu vois. J'ai une histoire, j'irai jusqu'au bout. Les gens ricanaient autour de moi en disant, enfin, les histoires de police des Rennes, ça va, il faut que tu te calmes un petit peu. Personne va y croire. Et en fait, que c'est un bouquin qui s'est vendu dans 20 pays. Moi, et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est en fait sa propre, pas folie, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, si on pousse les curseurs vraiment à fond, c'est en fait, si on le fait avec cœur, c'est ce que j'ai essayé de faire, ben ça touche des gens un peu partout, en fait. Et ça, c'est assez fascinant. Ouais, Après, aux éditions, comment ça a été vendu dans différents pays, je ne sais pas, parce que voilà. non, non, mais c'est plus la perception, comment le public peut recevoir vos livres à l'étranger que je trouve intéressant parce on est dans un moment où, je ne sais pas si vous avez entendu parler ces histoires d'appropriation culturelle et tout Ah oui, ça. oui, Mm, Il y a eu une mm, histoire, il y a eu une exactement. histoire assez dingue avec le bouquin American Dirt qui est écrit par une états-unienne, on va dire qui se passe à Acapulco, une famille fuit les narcos et tout, et la nana s'est fait, mais pardon pour l'expression, elle s'est fait démonter par les Mexicains. Oui, de quel droit, elle n'y connaît rien à la vie au Mexique et tout. Et enfin, moi, ça m'a posé question, et du coup, je vous la pose. Moi-même, j'écris aussi des sujets qui se passent à ouais, l'étranger. Mexique, Alors bon, quand notamment. c'est l'Espagne, je peux me défendre en disant j'ai aussi un passeport espagnol, foutez-moi la paix. Mais quand c'est l'Amérique latine, c'est parfois un peu plus compliqué. Et, euh, et vous avez jamais eu de retour comme ça, genre, mais pour qui tu te prends, la petite française là qui vient me parler de mon île là, ou le petit français là qui nous fait chier avec les amis, ce que ça peut être, on peut moi pardon, parler juste 2 secondes de moi, mais Olivier, tu vas peut-être comprendre ça aussi. En reportage au Mexique, on m'a reproché de venir faire ce reportage sur les femmes assassinées, notamment à la frontière, parce que j'étais pas une femme et parce que j'étais pas mexicain. Je Hmm. dis, mais moi, je viens faire mon travail, en fait. Enfin, Ouais. je sais pas comment, si vous avez ressenti ce genre de choses. Moi, ce qui m'avait énormément surpris, l'année dernière, j'étais à un festival aux US et je rencontre une écrivaine suédoise que je ne connaissais pas. Et donc, elle me dit, alors, vous faites quoi? Alors, je dis, bah voilà, je suis marseillaise, française, mais je vis en Suède. Ah, et vous écrivez sur la France? Je dis, non, non, j'écris sur la Suède. Et là, le regard, genre, Ah, c'est une blague. Et je dis, non, non, pas du tout. Mon mari est suédois et j'écris, et habite, qu'est-ce que vous en savez de qui on est, nous? Alors, je dis, bah, c'est justement le point de vue qui est intéressant. C'est que moi, j'apporte mon regard d'expatrié sur votre peuple sans critiquer, mais en comparant. Je dis, c'est là que le point de vue est intéressant. Mais elle était avec son mari, elle regardait, elle me disait, qu'est-ce que c'est que cet ovni? Comment elle peut ouais. prétendre parler de notre culture alors qu'elle vient d'arriver? Voilà. Et donc, et en fait, il y a ce côté, et ce qui est très intéressant quand j'observe, je ne sais pas si Olivier, tu seras d'accord avec moi, mais quand j'observe en fait le marché, parce que là, je commence à bosser avec un éditeur norvégien pour écrire directement là-bas, et en fait, ils adorent, alors ils adorent parler de leur pays. Les Norvégiens, quand un auteur écrit, il va parler de son pays, c'est ce qui marche le mieux. Si un auteur norvégien dit, ah, bah, tiens, je vais parler de LA ou de Marseille, ah voilà, ça ferait, voilà. Ils parlent de leur culture, de leur pays, ils vont décrire la petite, comment dire, cabane au bord de l'eau, sans eau courante, la pêche, voilà. Donc il y a ce côté, l'exotisme, non, c'est chez moi, voilà. Et Ouais, ça, c'est vrai que c'est vraiment différent parce qu'en France, on aime tout ça. Ils adorent les polars nordiques, on adore les polars hispaniques, on aime dès qu'on peut voyager en lisant. Voilà, donc non, mais c'est vrai, mais j'ai eu vraiment ce regard-là, j'oublierai jamais cette Corinne qui était venue me voir en me disant, mais qui tu es, toi? Mais qui Pour es-tu pour parler. écrire sur. Ouais, ouais. Et toi, Olivier, t'as eu des choses comme ça? Écoute, en fait, je vais répondre par une pirouette. J'ai été invité il y a quelques années à un festival de littérature Sami à Jokkmokk, en Laponie suédoise, en tant qu'auteur de mes polars qui se passent en Laponie, donc, que les gens lisent aussi là-haut. Et il y avait une auteure Sami qui est traduite en français d'ailleurs, Anne-Hélène Vestadius, euh, qui vient de sortir un nouveau bouquin et
qui était interrogée justement, est-ce que des non-Samis peuvent écrire ce qui se passe en Laponie? Et elle disait, moi j'étais spectateur, j'étais pas dans le panel, et elle disait, tant que les gens font leurs recherches, tout va bien, ça veut dire. Et en fait, alors je dis pas ça parce que ça me va bien comme réponse, c'est aussi pour rebondir sur ce que tu disais en tant que journaliste. S'il fallait que toutes ces histoires d'appropriation culturelle, je suis un peu mal à l'aise en fait avec ça, tout simplement parce que comme toi, moi, ça fait 35 ans que je suis journaliste. Et s'il faut être, je sais pas, suédois pour écrire sur la Suède, et quel Suédois peut écrire sur la Suède? Est-ce qu'il faut être blanc ou 35 ans ou je sais pas. Enfin, ça devient. Moi, j'ai un peu de mal, donc j'ai un regard. Je pense que cette réponse d'Anne-Hélène Westadu, c'était assez sensé en fait, à savoir si tu fais le boulot. Après, les gens soient intelligents ou pas, ils voient que c'est de la fiction, etc. Euh, Moi, mes bouquins, mes polars sont lus par des Samis. J'ai plein de copains Samis parce que ça fait presque 30 ans que je vais dans ces coins-là. Donc, ils lisent, ils m'ont jamais coupé les oreilles. Tu vois, ils continuent à me filer des infos, à m'inviter, etc. Et ils savent au contraire que ça permet, ils comprennent que c'est des fictions. J'ai consulte régulièrement, là je suis en train d'écrire le 5e en ce moment, et donc si j'ai des questions, je les consulte, ils comprennent que parfois je dérape un petit peu, parce que dans une fiction, il faut pousser les curseurs, Ouais. donc, mais ils me disent là, par contre, peut-être, mais en même temps, faut savoir que dans la vraie vie en Laponie, c'est impossible, donc tu vas te prendre un gros mur. Donc là, dans ce cas-là, je sais reculer aussi. On m'a jamais fait de remarques sur des conneries que j'aurais faites. Après on aime ou on n'aime pas le bouquin, c'est autre chose. Mais ça, c'est autre chose. Ouais, ouais, non, C'est autre c'est chose. vraiment sur ce côté Voilà. perception. Et sur le Karachi, pareil. Alors, je ne sais pas encore, c'est un peu plus compliqué ce Karachi parce qu'il y a une mise en cause des services secrets pakistanais. C'est des gens un peu bizarres parfois. Donc, je ne sais pas s'il faut souhaiter que le bouquin soit traduit en anglais ou pas. C'est une autre histoire. Je ne parle même pas de l'ourdou. Mais voilà, moi, je m'interdis rien, en fait. Mais par contre, je m'impose de bosser beaucoup. C'est tout. Ouais. Mais Ouais, j'imagine. c'est moi. Après, moi, c'est mon approche parce que j'aime ça aussi. J'aime voyager, j'aime rencontrer les gens, j'aime passer du temps dans les archives, etc. Mais Ouais. un autre auteur dira, bah voilà, moi, je n'ai pas besoin, c'est mon imagination, et pourquoi pas, hein, moi, j'ai pas de. Non, mais c'est parfait parce que tu me fais la transition. C'était la question que je voulais poser à Max et à vous deux aussi. C'est comment vous bossez. Euh, alors, peut-être on va commencer par Max, puisqu'il n'y a pas eu la parole depuis un moment. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de documentation? Est-ce qu'il y a beaucoup de voyages sur place, de rencontres? Comment tu as travaillé pour Marchand de mort subite, Max? Avant de répondre à ta question, sur la question précédente, en fait, je pense sur la question de l'appropriation culturelle en Afrique, je pense il y a quelque chose d'assez spécifique quand on écrit d'un point de vue occidental sur l'Afrique, avec tout le passif, en fait, Ouais, alors oui, toi, voilà, c'est encore pire, parce que en plus tu es blanc. traite des esclaves, le passé Ouais. colonial, etc. Donc, il y a quand même un passif assez lourd. Euh, et je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Tu l'avais en tête, ça, pendant que tu écrivais? Oui, oui, constamment. C'était pas un facteur bloquant, mais oui, j'avais toujours ce doute permanent, notamment quand j'étais en train de construire les personnages ougandais et quand je les mettais en action, en fait, dans l'intrigue, voilà, de pas d'être quand même fidèle à la réalité, même s'il s'agissait de fiction, de ne pas faire dire n'importe quoi aux personnages et surtout de les présenter sous une lumière. Parce qu'on peut très rapidement tomber dans des clichés. Et moi, je voulais absolument éviter ces clichés-là. Enfin, sans citer trop d'œuvres, mais il suffit de regarder par exemple Au cœur des ténèbres de Conrad. Je l'ai relu récemment. Bon, chacun peut avoir une opinion littéraire sur l'œuvre, mais il y a quand même d'énormes clichés racistes, page après page, dans
dans cette œuvre qui est considérée par certains comme un chef-d'œuvre. Et ça, c'est juste un exemple de toute une tradition littéraire. Donc voilà, j'avais ça en tête et ça me faisait assez peur. Alors, comment est-ce que j'ai travaillé? J'ai notamment, j'ai fait pas mal de recherches, je crois que ça a déjà été dit, mais j'ai aussi fait relire à des amis, alors pas des amis ougandais, parce qu'en fait, il y a très peu de francophones en Ouganda, mais à une amie rwandaise qui a vécu 15 ans en Ouganda, et donc qui était très très bien insérée dans le contexte culturel, et elle m'a fait des retours très très intéressants sur certaines scènes qui pour elle étaient absolument impossibles d'un point de vue culturel. Donc voilà. Donc après, à moi d'intégrer ou pas ces commentaires, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'échanges avec elle, notamment sur une scène, et j'en parle souvent quand on creuse un peu ce sujet-là, mais sur une scène où on a donc un éleveur qui contemple son troupeau et je fais dire à un des personnages combien de têtes de bétail est-ce que tu as. Et ça, classiquement, ce n'est pas une question qu'on peut poser à quelqu'un. C'est comme demander en France combien est-ce que tu gagnes à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, c'est les impossibilités culturelles. Voilà, donc voilà. Et après, comment est-ce que j'ai travaillé de manière. J'ai pas fait beaucoup de recherches sur le trafic d'or. J'en ai fait un petit peu au début pour vraiment comprendre comment ça fonctionnait, quels étaient les principaux protagonistes. Mais ensuite, j'ai pas voulu faire trop de recherches pour justement ne pas bloquer l'imaginaire, en fait, que ce soit aussi quelque chose qui soit fictionnalisé, quoi. D'accord. Et toi, Johanna, tu fais beaucoup de docs ou de rencontrer des gens Ouais, non, je fais beaucoup de recherches parce que déjà, en partie, dans mes romans, c'est des polars, des thrillers historiques. Oui. Donc, à la base, ouais, moi, j'ai une formation de journaliste, j'étais journaliste et donc, moi, j'adore, c'est ma partie préférée. Je veux dire, j'adore absolument tout vérifier, être très minutieuse et puis je fais relire en fonction des sujets. Et après, ce qui concerne tout ce qui est, c'est comme en fait pour tout ce qui est procédure criminelle et tout ça, voilà, bon, j'ai mes experts que je contacte, j'ai un Québécois, j'ai un Français, j'ai un Suédois. Et en fait, concernant tout ce qui est culturel, là, pour le dernier, comme je parlais de cette petite île et le manoir qui a une histoire très particulière, il y a un historien qui est pas spécialiste, c'est son violon d'Ingres, c'est l'île et puis cette partie-là de l'archipel de Stockholm, qui m'a donné plein de bouquins, en fait, une bibliographie importante pour des choses que je n'aurais jamais trouvées, que je pouvais trouver qu'au musée de Lidingö, l'île où je vis. Donc, je suis allée me dégoter mes trucs, je suis allée dans les... ce qui était passionnant. Donc, ouais. Et puis, j'aime beaucoup puisque c'est la partie où on rencontre les gens, on retrouve un peu ce travail journalistique où on est de nouveau, en fait, en contact avec des gens, qu'on crée des ponts, on crée des liens. Donc, c'est très intéressant. Et on dégote, puis comme on fait parler les gens, on a des infos qui sont croustillantes et puis on peut remettre dans le roman ou qui peuvent nourrir, en fait. Ça tisse, ce sont les liens invisibles. Voilà, de l'histoire, quoi. Donc, oui. Et là, tu n'avais pas intérêt à te planter parce qu'ils sont juste à côté, quoi, du coup. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, merde, alors là, si je me plante, je suis bien. Fait en plein hiver. Non, là, j'ai bien fait gaffe. Et toi, Olivier? Beaucoup de docs, beaucoup de recherches Oui. Moi, je vais en partie puiser dans mes carnets de reportage. Au départ, l'impulsion, elle vient souvent de là. Alors pour Karachi, j'ai expliqué un petit peu, c'est un petit peu différent pour le coup. Mais pour Karachi, j'ai beaucoup travaillé en binôme en fait avec un Pakistanais qui m'avait pas mal aidé. J'ai fait 2 séjours au Pakistan. Enfin, j'y suis retourné au mois de mai là. Euh, Quelqu'un qui, pour le coup, m'a tout validé. Je faisais relire au fur et à mesure de mon écriture et qui me disait, donc sur le côté culture pakistanaise, vie de Karachi, tout ça, il a tout validé. Euh, voilà, après, c'est beaucoup de docs, etc., évidemment. Alors, et sur la Laponie, pareil,
Moi, j'ai beaucoup de. Alors, je ne fais pas relire parce qu'un petit peu peut-être pour le même problème que pour Marc, c'est-à-dire qu'il y a. En fait, je connais pas de Sami qui parle français, donc je ne peux pas leur faire relire. Euh, le, le, euh, alors après, moi j'ai une documentation importante que j'ai accumulée depuis 25 ans. J'ai une grosse bibliothèque Sami, donc voilà. Puis j'ai des amis. Moi, je retourne régulièrement à Laponie, donc en fonction des livres que j'écris, je vais aller passer du temps avec des éleveurs au moment du marquage des fans. C'est ce que j'ai fait pour le bouquin actuel, etc. Je vais retourner à Stockholm, en Laponie, c'est pas si loin, donc voilà, je vais le travail de terrain et comme Johanna, moi je suis un amoureux du terrain en tant que reporter dans l'art, mais je sais aussi tout ce que le terrain apporte par rapport à une recherche sur Internet ou dans les bouquins, c'est-à-dire c'est tout le côté, c'est la rencontre avec les gens, c'est pas seulement la voix, c'est les attitudes, c'est les postures, c'est quand quelqu'un, vous l'avez en face de vous, c'est plus difficile pour lui de vous rapprocher au nez s'il en a marre de vos questions. Donc, moi, je sais par Et puis il y a le expérience. son, les odeurs, Oui, et puis ça donne toujours l'ambiance. 10 fois plus qu'une rencontre par téléphone ou sur Internet. Donc, moi, je continue à être un gros adepte du terrain. C'est mon plaisir depuis l'adolescence. Hein. Donc, je me sens privilégié comme ça de pouvoir, en tant que romancier, de pouvoir poursuivre sur cette voie-là. Voilà. Et après, c'est tout le travail de tri, mais ça, c'est le travail d'écrivain, c'est le travail d'incarner les idées qu'on a dans des personnages, dans des scènes, dans des lieux, et tout ça. Voilà. Et du coup, vous avez voyagé tous les deux, enfin Johanna et toi notamment pour faire la promo de vos livres, j'imagine, à l'étranger. Vous avez fait des rencontres dans les librairies, dans certains pays. Comment ça se passe? Voilà, comment ça se passe, tout simplement. Je l'ai fait aussi, je sais un peu, mais voilà. C'est très sympa de faire l'auteur étranger, je trouve. Ça nous Non, change un c'était peu, moi, non? c'était ce qui était vraiment chouette là. Enfin, le plus récent voyage, je suis partie en Inde en fait. J'ai fait toute une tournée qui partait du Kerala en fait et qui jusqu'à Bombay, Mumbai. Et en fait, parce que mon livre, le tout premier, donc écrit il y a 8 ans, Bloc 46, qui parle en partie du camp de Buchenwald pendant la Seconde Guerre mondiale, du camp de concentration où mon grand-père avait été enfermé et qui était un des libérateurs du camp. Et donc, ce livre vient d'être publié en Malayalam, donc dans le Kerala en Inde. Et j'ai fait une tournée là-bas parce que le livre se vend très, très bien. Et c'était incroyable parce que je suis allée dans des lycées, j'ai rencontré des gens qui ont fait le parallèle avec leur histoire. Donc, j'étais émerveillée de la connaissance de l'histoire européenne par des gens qui sont dans un autre continent. Oui. Et c'était une expérience qui était complètement c'était vraiment hors du temps parce qu'on est donc invité par l'Institut français, l'ambassade française, donc on a cette tâche et cette joie de représenter la France en fait, tout en parlant d'un pays qui n'est pas la France. Donc c'est bizarre parce que pour moi dans mon livre, dans le premier, c'est entre la Suède, l'Angleterre, donc avec cette profileuse qui est profileuse pour Scotland Yard, et je parle de l'histoire européenne en effet, mais bon, ça se passe en Allemagne finalement dans ce camp de. Et donc c'est assez, voilà, c'est un concept qui est assez bizarre, mais c'est vrai que toutes les questions que j'ai eues étaient vraiment sur le devoir de mémoire. Voilà. C'était vraiment ça. C'était ancré sur ce devoir de mémoire par rapport à ce livre-là. C'était vraiment ça. Donc, c'était quelque chose qui était extrait de ce livre et qui était, je veux dire, adapté à tout. Je veux dire, ils ont fait des parallèles avec leur histoire. Voilà. Donc, c'était très, très intéressant. Et après, quand je suis allée à Bombay, les questions étaient différentes. Voilà, c'est-à-dire que là, par rapport au Kerala, voilà, les Bombay, c'était vraiment, on me parlait de la construction du récit, des 3 voies,
Voilà, donc c'était autre chose. C'était vraiment autre chose. Donc, ouais, mais c'est une chance incroyable de pouvoir parler de ces livres à l'étranger comme ça, tout en parlant d'une autre culture en plus. Ouais, en plus, ouais. Ouais. Et toi, Olivier, il y a un pays qui t'a marqué plus qu'un autre lors d'une rencontre en librairie ou sur des salons? Oh, il y a, dans les pays, Karachi, c'était intéressant, bien sûr, mais pas pour tout ce qui en est découlé aussi après. J'avais été invité il y a 3 ans, 3, 4 ans, par la libraire française de Jérusalem, vice-versa, Nathalie, qui est pas là, mais je salue quand même par procuration, qui m'avait organisé une tournée en Israël. Mais c'était très intéressant parce que quand on arrive avec le double casquette, euh, journaliste, romancier, il y a une population francophone importante en Israël. Et je ne sais pas pourquoi ils ont tendance à pas trop aimer les journalistes français, apparemment. Donc, j'étais beaucoup sur la défensive, en fait. Ouais. C'est assez marrant. Et c'était assez unique comme expérience, parce qu'en général, même s'il y a toujours, souvent, dans toutes les tournées que je peux faire un peu partout, euh, je jongle en permanence entre les différentes casquettes de journaliste romancier, que ce soit dans les lycées, les prisons, les festivals, etc. Mais là, il y avait vraiment un côté accusateur. Mais après, c'était une très belle tournée aussi. Moi, je me suis régalé et je continue toujours à accepter toutes les invitations un peu partout parce que je sais aussi que je vais rencontrer des gens. Moi, c'est ça qui m'intéresse, de toute façon, depuis tout le temps dans mon métier, c'est les rencontres avec les gens. Hein. Parce que je sais que ça me nourrit pour mes projets aussi. Donc, dernier voyage que j'ai fait, c'était en novembre-décembre. Là, j'ai rencontré sur un festival, en signant un bouquin, une chercheuse spécialiste de l'Afrique qui a commencé à me parler des tribus je parlais d'Ouganda. C'était là, moi, c'était en Sahel, parce que j'ai un projet dans le Sahel. Il faut que j'aille d'abord. Mais avec des tas voilà, moi, je tire des fils en permanence. Mais ça, c'est le côté journaliste aussi. On ressent dans le corps le petit frisson quand on a une touche, à dire, et puis après, il faut tirer, tirer, tirer. Ça nous amène à la touche suivante, etc. Et moi, je suis toujours très friand de tous ces voyages. Israël, j'avais accepté d'y aller aussi parce que je travaille depuis des années, depuis 20 ans, j'allais dire, sur un projet de bouquin qui touche à Raoul Wallenberg et à Israël. Et j'ai profité de l'occasion du voyage aussi je vole toujours quelques jours comme ça pour aller interviewer des gens, des anciens du Mossad, etc. Et voilà, j'essaie de toujours, je suis un mauvais touriste. Dès que je suis à l'étranger quelque part, j'ai toujours un côté boulot qui se met en marche, comme ça. Et toi, Max, tu as pu tourner un petit peu dans les librairies francophones? Alors non, pas encore. Moi, j'ai surtout tourné Belgique, en aussi. France. Ouais. À l'occasion de la sortie du livre, donc Marchand de mort subite. Donc, et du polar, des invitations en librairie dans le sud de la France, en région parisienne, mais pas encore à l'étranger. À l'étranger. Invitez-moi. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Il est très sympa, mais les trois sont des très bons clients. N'hésitez pas à les contacter. Ils vous feront passer une très bonne soirée. Je regarde l'heure parce que est-ce qu'il y a des questions chez les participants? N'hésitez pas à les poser. Alors, je pense que c'est via le chat. Ça me fait assez halluciner de dire ce genre de phrase. Je préfère les rencontres en présentiel quand même. Je vous confirme que vous pouvez soit lever la main et signaler que vous voulez poser une question, soit l'écrire dans le chat et on vous ouvre le micro dans ce cas-là si vous voulez prendre la parole directement. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Moi, j'ai ouvert le chat vous manifester. de pouvoir les voir. Et s'il n'y en a pas, moi j'en ai, hein, mais c'est histoire de faire participer un peu les gens. Non? Tout à Vous êtes fait. aussi timide que si on était dans une vraie salle. Peut-être. Non. Bon, ben, parlons un peu. Vous en êtes où là? Donc, vous tous les trois, là, vous continuez, vous êtes sur l'écriture d'un nouveau texte. Allez, donnez-nous un peu du biscuit, là, un peu d'infos. Johanna, ouais, déjà, tu viens de sortir, mais tu es déjà sur autre chose, j'imagine. Ouais, je suis déjà sur autre chose. Je suis déjà sur autre chose, mais là, je commence à écrire en fait pour
pour des producteurs. Donc, je commence à me mettre un peu à l'écriture. Ah, Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Ouais, ouais, ben non, c'est pour les plateformes. Je bosse avec la productrice une nouvelle maison de production scandinave qui est formée de plusieurs productrices, une danoise, une suédoise et puis une américaine. Et donc elle cherche des idées. Donc je commence à bosser là-dessus. Et puis après, c'est pour de la série. C'est pour de la série, ouais, c'est pour de la série. Et après, je bosse avec une boîte française. Ce serait pour un unitaire, pareil. Et après, je prépare doucement mon prochain pour Calman, voilà, qui sera certainement un one shot et puis qui se passera encore en Suède. Voilà. Donc, ta copine du salon va pas être contente. Ouais. Et toi, Max, tu en es où? Alors moi, j'aborde doucement l'écriture du deuxième. Donc là, je suis plus dans une phase d'écriture, mais aussi un peu de prise de notes, voilà, recherche un petit peu de construction de personnages. Donc pas forcément directement l'écriture même, mais plus rassemblement d'informations, etc. Et ça se passera en Afrique encore? Non, je pense pas. Je pense pas, parce que j'ai quitté en fait l'Ouganda il y a maintenant 3 ans. Donc, je me suis installé à Madrid. Je ne pense pas que je sois prêt à écrire encore sur l'Espagne. J'ai quelques idées. Il y a des sujets vraiment intéressants, mais je ne pense pas que je sois encore prêt. Donc, a priori, quelque chose qui se passera plutôt en France. On verra. D'accord. Nickel. Et toi, Olivier? Et moi, dès que j'aurai raccroché, dès que j'aurai raccroché avec vous tous, je replonge dans l'écriture du chapitre 24 ou 25, là, du 5e épisode de La police des Rennes. Après, j'aurai dans quelques semaines, c'est une opération avec Quai du Polar, d'ailleurs. On l'a sorti d'un livre écrit à 4 mains avec Rosa Montero. Avec Rosa Montero, ouais. Justement, voisine de Max. Et ça, c'était un grand plaisir. C'est un livre qui sort aux éditions Point. C'est une coédition, c'est une édition espagnole aussi, donc qui sort dans quelques semaines. Et alors, pour avoir eu la chance de le lire, je vous le conseille vivement, ça marche super bien. Ah, ben merci. C'est jamais évident à 4 mains. Non. Et tout. Et ça a été à distance, franchement, il est top, quoi. Ah ben super, ça fait plaisir. Et ça a été un grand plaisir. Rosa est une écrivaine, alors, elle est super populaire en Espagne. C'est une journaliste aussi, hein, elle bosse pour El País. Et ça a été un plaisir de bosser avec elle. C'était génial. C'est le principe Cadavreski, donc chacun écrivait son chapitre à la suite de l'autre. Et c'était une très, très belle expérience. Je pense qu'on va essayer de continuer à bosser ensemble avec Rosa. Et puis, voilà, donc ça, ça sort bientôt, là. Et puis après, donc, le roman que je suis en train d'écrire, sinon, le 5e. Des bandes dessinées, puisque je suis scénariste de bandes dessinées aussi, donc là j'en ai 2, 3 en cours, des récits avec différentes maisons d'édition. Différents projets toujours, parce que j'ai toujours un petit doigt de pied dans le journalisme. J'étais cet été, fait des reportages en Ukraine et j'ai pris goût à aller ramasser des histoires là-bas. Donc, je vais essayer de continuer à tirer ce fil-là aussi parce que c'est mon côté journaliste qui vibre toujours, sachant que ça peut ouvrir à des fictions aussi, hein, ou des non-fictions. Vous parliez tout à l'heure au début de la place que la non-fiction prend aussi tout ça. Et moi, j'ai commencé par l'écriture, par une non-fiction, hein, par l'imposteur, sur l'histoire d'un rescapé du Goulag, et ça me plaît toujours beaucoup, cette approche-là en termes d'écriture. Voilà, les projets on vient de signer avec d'autres, toute une bande de co-scénaristes français et autres. On vient de signer aussi un projet de série télé avec une boîte de production suédoise. Donc, il y a aussi de l'écriture télé en cours. Voilà. C'est chouette de beaux projets. Nous avons une question. Alors, je vais me prendre pour Philippe Bouvard. Je vais pas le faire. C'est pas des grosses têtes. C'est question de Madame Fischbach de Quai du Polar. Quelles sont vos références ou coups de cœur parmi les auteurs de polar français? Oh.
Ah ah. Alors Alors, là, Max a répondu en ligne, mais peut-être En qu'il peut train commencer. de... Voilà, c'est Oui, ça, Max, on est, il a voilà, on est répondu. en train de répondre en Alors, ligne. Max, mais non, mais vas-y, Max, vas-y, dis-le. Oui, c'est mieux à l'oral. Oui, c'est vrai que Tanguy Viel, Hervé Lecor, c'est les deux noms qui me viennent à l'esprit comme ça. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais ouais, gros coup de cœur. Johanna. Moi, je dirais le dernier que j'avais lu remonte à un moment, en fait, pour les Français, c'était Claire Favant, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup toute la noirceur de ce qu'elle écrit, Claire. Voilà. C'est vraiment un auteur que j'apprécie beaucoup et qui change de registre aussi. Ces derniers sont très, très touchants. De nulle part, formidable. Donc voilà, Claire Favant. Ouais. Olivier. alors là, c'est une colle parce que je suis toujours très nul pour ce genre de questions. Je t'en veux beaucoup, Hélène. Euh, euh, les derniers romans que j'ai lus, là, je suis en train de lire un bouquin mais c'est pas des Français. Alors, si le dernier que j'ai en tête chez les Français, le dernier que j'ai lu, c'est le dernier de Laurent Guillaume. Euh, Ouais. Ah oui, qui se euh, passe pareil en Afrique. oui, tout à fait. Qui se passe au Sierra Leone, je pense. Un coin de ciel brûlé. Un coin de ciel brûlé, que Ouais. j'ai Je beaucoup me suis aimé. retourné parce qu'il est juste dans ma bibliothèque, là, c'est pour ça. Voilà, mais c'était déjà, ça fait déjà un moment que je l'ai lu. J'ai pas lu beaucoup de français depuis, j'ai lu beaucoup d'autres choses, mais qu'est-ce que j'ai lu d'autre en français? Euh, non, après j'ai lu mais c'est pas des Français donc je vais pas le lire parce que j'ai pas le droit. Voilà. Alors, on a une question pour Max. Depuis le Bénin, quel retour as-tu eu de la part du public ougandais à la suite de ton ouvrage? Alors, malheureusement, peu de retours parce qu'en fait, donc, il n'y a pas de. Je pense que le livre n'est pas distribué en Ouganda et que, comme je le disais tout à l'heure, il y a assez peu de francophones en Ouganda. Il y en a, hein, mais ils sont assez peu nombreux. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu, il y a quelques mois, une effervescence de courte durée sur Twitter parmi les francophones en Ouganda autour du livre. Donc, je suppose que quelques lecteurs ougandais ont lu le livre, mais je n'ai pas eu de retour direct. Donc, je serais incapable de répondre, malheureusement. D'accord. On a aussi une question, alors je n'arrive pas à voir le nom, et c'est que pensez-vous des deux premiers polars de Pier Giorgio Pulici, auteur sarde? Je ne sais pas si vous l'avez lu. Le Non, j'ai pas dernier lu. parle de l'influence des réseaux sociaux. Vous l'avez pas lu? Non. J'ai pas lu. Moi, j'ai Non. commencé à lire le premier parce qu'on avait pris Premier? en table ronde, je sais plus où c'était là, d'ailleurs. Non, c'était pas Quai du Polar. C'était pas Quai du Polar? Ouais, tout à fait, ouais, c'était à Quai du Polar, tout à fait. J'ai beaucoup aimé. J'ai pas lu le deuxième. Je peux pas le dire. Je regarde s'il y a d'autres questions. Mais j'ai beaucoup J'adore faire. Tu lis plus des étrangers, toi? J'aime pas les Français. Ouais, c'est ça. Ils sont Non, relous. non, je déconne, je déconne. Non, non. Non, mais il se trouve que c'est comme ça. Mais Ouais, après, j'ai des piles de bouquins signés par voilà, par les copains auteurs, autrices, etc. Et j'ai honte enfin, comme tout le monde, je pense. on est tous pareils. L'île des âmes, le titre du bouquin. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais après, question toute bête, vous vivez tous les trois à l'étranger. Alors bon, effectivement, vous venez quand même régulièrement parce qu'il y a des salons et tout, mais vous faites comment pour vous approvisionner en livres? Ben, moi, je les achète quand je viens ou alors je les commande chez mes parents, puis quand ils montent, ils me les amènent. Voilà, je Ouais. fonctionne comme ça. Donc, je les commande, ouais, parce que j'ai des petites librairies qui sont à côté de chez moi. Donc, je les commande chez eux, mes parents les récupèrent et puis ils me ramènent mes piles quand ils viennent. Ou quand moi, je voyage comme ça, je vais et puis j'achète de mon côté parce que j'aime pas. En fait, normalement, j'aime bien y aller moi, mais comme j'ai peu de temps quand on voyage comme ça, là, c'est rare. J'ai eu du temps, mais en général, on voyage, fait le festival et puis on repart. C'est direct à Ouais, l'aéroport. puis Et à on n'a pas l'aéroport, envie de il n'y a se pas de choix. charger non plus dans l'avion. Enfin, Non, non, voilà, en bagage à main et tout ça, donc c'est pratique. Donc, ouais, je commande à la petite librairie à Aubagne et puis mes parents vont les chercher et puis voilà, ça c'est chouette. Même chose, même pareil que Johanna, je profitais à chaque fois de la venue d'amis, de parents qui viennent nous rendre visite en Ouganda
charger les valises, ce qui nous a valu des factures d'excédent bagages prohibitives. Donc, le coût du livre était assez élevé au final, mais on avait notre approvisionnement. On me fait signe que c'est fini. Enfin, on me fait signe via le chat. Effectivement, je viens de voir l'heure. Non, finalement, ça passe assez vite quand même. J'avais une crainte sur le timing et le déroulé du truc en visio, mais ça va, ça a été. Ouais. Oh, très bien, merci. Très bien. Ben, merci à tous les trois. On se voit Avec bientôt. plaisir. En vrai, j'espère. Il y a du polar. Ouais, notamment. bientôt. Et puis pour tous les autres participants, je pense qu'on va faire une petite pause de 10 minutes. Cécile, tu es là? Ouais. C'est ça. Merci à tous les trois. Et c'est ce qu'on Merci, a les prévu. gars. En effet, on se retrouve. Vous pouvez tous laisser vos caméras, enfin tout tourner. On se retrouve dans 10 minutes pour la suite avec les éditeurs qui nous rejoignent, Caroline Ripoll et Pierre Bizou. Merci. Et Au revoir. Nadège Au revoir. Agulou en vidéo. Ciao.